La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 9 mars 2026. Le titre du jour, il est un peu long, ça s'appelle 10 jours de conflit, 80% de hausse pour le pétrole en 2026. Quand la journée commence avec un graphique qui clignote dans tous les sens avec écrit plus 21,5% en face de pétrole Brent, le sujet du jour est tout trouvé. La fermeture du détroit d'Ormuz fait craindre une pénurie de pétrole et nous rappelle douloureusement que nos économies sont loin d'être décarbonées. Chauffage, mobilité, numérique, plastique, engrais, métaux, tout ou presque repose sur la combinaison gaz et pétrole. Et je ne pense pas trop me tromper en disant que le pétrole est l'actif réel dont les variations se répercutent le plus directement dans l'ensemble de l'économie mondiale et dans tous les pays. Sa flambée est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, hormis peut-être pour les entreprises du secteur de l'énergie et pour les pays producteurs. Et encore, cette fois, on ne peut même pas dire que les pays du Golfe en profitent puisque leur prime de risque est montée en flèche du fait de la déstabilisation de la région. Cette instabilité, elle a déjà des conséquences très concrètes. Par exemple, Dubaï, la base offshore préférée de l'expatriation fiscale, souffre d'une certaine forme d'exode, et j'ai lu aussi que de gros bailleurs de fonds commencent à réévaluer le financement des centres de données dans la région. Même la Formule 1 se retrouve prise dans l'engrenage géopolitique. Le premier Grand Prix de la saison a eu lieu ce week-end, c'était à Melbourne en Australie. Les fans français ont pu se réjouir de la très belle qualification d'Isaac Hadjar pour sa première chez Red Bull, mais la géopolitique finit toujours par vous rattraper. La saison 2026 pourrait rapidement connaître une pause prolongée. En effet, la Formule 1 doit se rendre à Bahreïn et en Arabie Saoudite en avril, et évidemment l'incertitude grandit sur la tenue de ces rendez-vous. Pour vous expliquer plus en détail sur ce sujet, d'ailleurs, je vous renvoie à un papier d'Éloi, notre collègue qui assure la permanence du week-end. Si mon entrée en matière est un petit peu anecdotique par rapport aux enjeux du moment, elle montre aussi que les impacts du conflit en cours sont assez larges et dépassent la simple question énergétique. Le conflit au Moyen-Orient entre aujourd'hui dans son 10e jour et on ne voit pas pour le moment l'issue se dessiner. Hier, l'Iran a annoncé la nomination de Mojtaba Khamenei comme guide suprême, une façon de marquer la continuité du régime. Durant le week-end, les affrontements se sont poursuivis, voire étendus, puisque de nouvelles infrastructures ont été visées. Israël a frappé des dépôts de carburant près de Téhéran, tandis qu'un drone iranien a visé une usine de dessalement à Bahreïn. Or, ces infrastructures sont les plus critiques pour les pays du Golfe, plus encore que les hydrocarbures, car ils sont dépendants de ces usines pour leur approvisionnement en eau potable. De nouvelles attaques de ce type de la part de l'Iran pourraient donc entraîner une réaction. Jusqu'ici, on a senti les pays du Golfe très prudents, ils défendent leur territoire et ne répliquent pas, craignant une escalade du conflit, mais on se demande combien de temps cette posture est tenable. Pour le dire d'une façon un peu plus triviale, peuvent-ils continuer longtemps à se prendre des drones et des missiles sur la tête tous les jours sans riposter? Et au final, la question de la durée est bien la question centrale pour tout le monde. Combien de temps l'armée iranienne peut tenir face aux bombardements américains et iraniens, et combien de temps les États-Unis pourront-ils assurer la défense antiaérienne de leurs alliés dans la région? C'est aussi la question centrale, cette question de durée pour les investisseurs. Historiquement, en effet, les conflits sont plutôt des opportunités d'achat tant qu'ils ne durent pas trop longtemps. Ces 10 jours de conflit ont d'ores et déjà entraîné une flambée des prix de l'énergie. En fin de semaine dernière, le pétrole a franchi la barre des $90 alors que plusieurs pays ont commencé à stopper leur production. En effet, le blocage du détroit d'Ormuz empêche les exportations, ce qui finit par saturer les capacités de stockage. Ce matin, l'envolée des prix se poursuit et la barre des $100 a été pulvérisée. Le Brent a même touché $119 avant de refluer quelque peu. On est quand même sur des progressions à 2 chiffres. Selon le Financial Times, les ministres des Finances du G7 discuteront aujourd'hui même d'un déblocage conjoint des réserves de pétrole d'urgence coordonnées par l'Agence internationale de l'énergie. Une envolée des prix du pétrole qui fait plonger les bourses asiatiques ce matin, c'est assez logique, les places européennes, elles, devraient également ouvrir en forte baisse. La semaine dernière, Wall Street avait limité la casse avec un repli de 2% pour le S&P 500 sur la semaine. L'Europe, plus exposée au choc énergétique, avait été plus sévèrement sanctionnée avec des baisses de l'ordre de 6 à 7% pour les principaux indices. Et comme si la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences ne suffisaient pas, la macro américaine envoie aussi des signaux plutôt inquiétants. Vendredi, le rapport sur l'emploi a fait état de 92 000 destructions d'emplois en février. Le consensus attendait, lui, 55 000 créations de postes. Alors il y a des facteurs techniques comme la météo et les grèves qui expliquent cette mauvaise surprise. Pour autant, ces chiffres s'inscrivent dans une tendance de ralentissement du marché du travail. Et ils placent d'ailleurs la Fed dans la pire des positions possibles, voire à la fois le taux de chômage et l'inflation remontée. La Fed qui se réunit la semaine
semaine prochaine et qui devrait, sauf immense surprise, maintenir ses taux inchangés. Avant ce rendez-vous, les investisseurs prendront connaissance mercredi du chiffre de l'inflation du mois de février. Si la hausse des prix ressort en progression modérée, ce qui est attendu, les investisseurs risquent d'ignorer ce rapport, considérant qu'il couvre une période antérieure au déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Mais si ce chiffre est plus fort qu'attendu, eh bien cela renforcera les craintes d'une reprise de l'inflation, évidemment. Vendredi, ce sera l'inflation PCE du mois de janvier qui sera communiquée et la seconde estimation du PIB du 4e trimestre, aux États-Unis toujours. Du côté des entreprises, les investisseurs suivront cette semaine les résultats d'UBS, d'Inditex, de Rheinmetall et de Deutsche Bank en Europe. Aux États-Unis, ce sont Oracle et Adobe qui sont attendus. Je n'aurais jamais imaginé dire cela il y a quelques semaines, mais c'était quand même pas mal quand on parlait d'IA à longueur de journée. J'ajoute à cela quelques autres infos à connaître qui sont parues depuis le début du week-end. Fitch a annoncé vendredi maintenir la note de la France à A+. Les États-Unis sont passés hier à l'heure d'été, il y aura donc une heure de décalage en moins durant les 3 prochaines semaines. Wall Street ouvrira donc à 14h30 heure de Paris. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se rendront en Israël mardi selon Axios, citant un haut responsable américain. En Chine, les prix à la consommation se sont réveillés en février. Enfin, en Allemagne, les Verts devancent les conservateurs du chancelier Merz lors d'un scrutin régional. Côté Asie-Pacifique ce matin, seul le marché chinois tient plus ou moins le choc. Le Hang Seng perd quand même 1,8%, le CSI 300 perd 0,8%. Ailleurs, l'Inde et l'Australie cèdent 2,5 à 3%, Taïwan lâche 4,4%, le Japon 5,5% et la Corée du Sud 6,8%. Les marchés occidentaux sont donc attendus dans le rouge vif. On enchaîne avec l'actu des sociétés. En France, Airbus s'associe aux Allemands Rheinmetall et OHB pour des satellites militaires selon Bloomberg. Hermès a dévoilé des looks de motarde aux teintes crépusculaires pour sa nouvelle collection automne-hiver à Paris. Dassault Aviation réduit son capital social en annulant des actions. Ipsen a retiré Tazverik du marché après des craintes sur le profil risque-bénéfice du traitement. Le laboratoire assure toutefois que cela n'aura pas d'impact sur ses prévisions. Worldline lance une augmentation de capital réservé de 108 millions d'euros. Elle est souscrite par BPI France, Crédit Agricole et BNP Paribas. Enfin, Europlasma dévoile un projet pour sa filiale Fonderie de Bretagne. Sur l'agenda des publications du jour en France, on a Séché Environnement. Ailleurs en Europe, Lonza cède sa division gélules et ingrédients de santé à Lone Star pour 2,3 milliards de francs suisses. BP réclame au moins 3,7 milliards de dollars à Venture Global après un arbitrage sur le GNL. L'étude de phase 3 Persevera de Roche dans le cancer du sein n'a pas atteint son critère d'évaluation principal. Le danois Vestas va construire des éoliennes au Japon selon les informations de Nikkei. Infineon et Subaru vont collaborer sur des systèmes avancés d'aide à la conduite. ABB investit 75 millions de dollars en Inde et le directeur général de MC Saatchi, Zaïb Al-Kassab, quitte ses fonctions, annonce Sky News. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, UBS Group en Suisse, GEA en Allemagne et Olmed en Suède. Côté Amérique du Nord, Vertiv, Lumentum et Coherent ainsi qu'EcoStar vont rejoindre l'indice S&P 500 le 23 mars aux dépens de Match Group, Molina, Lamb Weston et Paycom. Boeing serait proche d'une commande de 500 avions lors du sommet Trump-Xi selon Bloomberg, sommet qui aura lieu à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Oracle et OpenAI auraient abandonné leur projet d'extension de centre de données au Texas selon Bloomberg, mais Reuters a obtenu des sources qui disent le contraire. Novo Nordisk et Hims & Hers mettent fin à leurs différends et vont finalement s'associer pour vendre des traitements contre l'obésité selon Bloomberg. Live Nation est proche d'un accord aux États-Unis sans cession de Ticketmaster, toujours selon Bloomberg. Le FT pour sa part indique que KKR envisage la vente de sa filiale de refroidissement de centres de données pour plusieurs milliards de dollars et Amazon continuera de proposer Claude d'Anthropic à ses clients cloud hors défense. Sur les publications en Amérique du Nord, on a le canadien Constellation Software aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, Aramco intensifie ses transferts de brut vers la mer Rouge face aux perturbations du détroit d'Ormuz. Petrobras ne discute pas actuellement d'une entrée au Venezuela, a déclaré sa dirigeante. Tencent réintégrerait le projet de fusion Paramount Warner Bros avec un nouvel investissement et le bénéfice de ZTE chute de 33% en 2025 malgré la hausse de son chiffre d'affaires. Sur l'agenda des publications du jour en Asie-Pacifique, on a le producteur de batterie CATL. C'est terminé pour ce point de marché, excellente journée à toutes et à tous.